Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de l'érable approfondie. Aujourd'hui, nous nous occupons de 12 sujets. Une description des raisons et mesures reliées à la vie d'ébullition de l'eau à Princeville, ainsi qu'une invitation pour l'événement final des Mers et Merveilles de la MRC de l'érable. Depuis le 11 septembre 2023, il existe un avis d'ébullition d'eau de réseau dans tout le territoire de la ville de Princeville. La Direction régionale de la santé publique et la responsabilité populationnelle du gouvernement du Québec recommande à la population d'ébouillir l'eau du ruisseau de Princeville pendant au moins 1 minute avant consommation, en raison d'un risque potentiel de contamination parasitaire. La ville de Princeville maintient quelques différences avec le gouvernement du Québec sur les raisons justifiant l'avis d'ébullition. Cependant, cette mesure sera en vigueur pendant approximativement 6 mois par décision de la ville. Pour nous informer sur la situation, nous avons invité les médecins conseils à la direction de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Maurice et du Centre du Québec, Dr. Éric Lampron-Goulet, ainsi que le directeur général de la ville de Princeville, M. Dominique Doucet, pour nous donner plus de précisions sur l'avis d'ébullition d'eau en vigueur. Nous avons aussi visité les installations de traitement d'eau de la ville de Princeville, donc nous diffuserons des images de ces installations pendant notre entretien avec nos 2 invités. Par la suite, nous ferons un suivi du projet d'enregistrement des chansons avec l'identité de chaque municipalité de la MRC de l'érable. Les projets de participation citoyenne où les résidents des municipalités de la région ont rencontré le musicien Guy Boucher pour lui expliquer ce qui définit l'appartenance à la terre qu'ils habitent arrive à la fin. Guy Boucher et l'animateur invité Yves Payet nous raconteront tous les détails de l'activité qui finira le 14 octobre 2023 avec un spectacle ouvert à toute la MRC de l'érable. Pour débuter la émission, nous commençons avec le Dr. Éric Lampron-Goulet, qui nous amènera les mesures de santé à tenir en compte pour les citoyennes et citoyens de Princeville. Bonjour, Dr. Lampron. Oui, bonjour. On voudrait commencer pour savoir quelle est votre spécialisation comme médecin. Oui, je suis médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. Donc, c'est une spécialité en médecine qui est un peu moins connue, mais donc, c'est les médecins qui travaillent dans les directions de santé publique qui ont cette spécialisation-là. Donc, je travaille dans la direction de santé publique comme médecin en tant que tel. Donc, j'offre du support aux équipes qui travaillent dans la direction de santé publique. Et le ministère de l'Environnement a émis une infraction sur la qualité de l'eau potable à la ville de Princeville. Qu'est-ce qui s'est passé et quelle était l'infraction exactement? Oui, donc, ce qui est recommandé, c'est effectivement de faire bouillir l'eau potable 1 minute pour les personnes qui habitent à Princeville, qui sont desservies par le réseau municipal. C'est un nouvel avis d'ébullition préventif qui a été émis. Pourquoi on dit préventif? C'est parce que le ministère de l'Environnement a réalisé beaucoup de tests au cours des 2 dernières années. Donc, depuis que la municipalité a atteint le nombre de 5000 habitants. Puis, ce nombre de tests-là plus élevé a permis de réaliser qu'il y avait un enjeu par rapport au système de traitement actuel. Donc, le traitement qui était fait, c'est un traitement de chlore, de chloration de l'eau. Ce traitement-là fonctionne bien. Ce traitement-là protège contre les bactéries en tant que telles. Cependant, ce que le ministère de l'Environnement a réalisé, c'est qu'il fallait avoir un système de traitement supplémentaire pour effectuer de la filtration en tant que telle, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque au niveau des parasites. Donc, les parasites peuvent contaminer actuellement l'eau potable. Donc, c'est vraiment pour réaliser, là, pour extraire les parasites de l'eau qu'on souhaiterait avoir ce type de système de traitement-là. C'est un système de traitement qu'on croit nécessaire. Il y a des tests actuellement pour le confirmer. Donc, la ville actuellement est en démarche là, avec le ministère de l'Environnement en collaboration pour préciser le besoin. Puis, une fois que ce besoin-là sera précisé, il y a des démarches supplémentaires qui pourront être faites afin d'ajuster le système de traitement. Et pour comprendre un peu mieux quelle est la différence entre les bactéries, les virus et les parasites au niveau de la contamination de l'eau. Donc,
Régulièrement, il y a des tests qui sont faits dans l'eau pour rechercher la présence de bactéries dans l'eau. Donc, en ce moment, à Princeville, on n'a pas détecté de problématique au niveau des bactéries. Donc, les bactéries, c'est ce qu'on appelle, par exemple, du E. coli. Il y a d'autres types de bactéries. Cependant, on ne peut pas réaliser de tests pour les parasites. Et c'est ça qui nous pose un enjeu actuellement, c'est qu'on devrait avoir un système de filtration qui peut nous protéger contre les parasites qu'on ne peut malheureusement pas rechercher dans l'eau. Donc, c'est vraiment pour rechercher la présence de parasites qu'on appelle généralement la giardiase, de la cryptosporidiose. Donc, c'est le nom là, des parasites en tant que tels qui peuvent contaminer l'eau potable et du fait même qui peuvent nous contaminer également si on les boit. Vous n'avez pas constaté la présence de parasites dans l'eau de Princeville? On ne peut pas rechercher les parasites dans l'eau. Malheureusement, il n'y a pas de laboratoire au Québec où c'est vraiment des laboratoires ultra spécialisés qui peuvent faire cette recherche-là. Et c'est fait plus dans des cadres de recherche. Il y a quelques laboratoires aux États-Unis qui font ce type de recherche-là. Il faut aussi avoir une très grande quantité d'eau. On parle de 10 à 1000 litres d'eau. 1000 litres d'eau, pour vous donner une idée, c'est 2200 livres d'eau. Donc, c'est vraiment une très grande quantité d'eau qu'il faudrait avoir pour analyser, pour rechercher la présence de parasites dans l'eau. Donc, c'est vraiment des tests qui sont faits plus sous la forme de recherche et donc, c'est pas quelque chose qui est fait là actuellement à Princeville. Quelles sont les substances que vous indiquent un danger de présence potentielle de parasites dans l'eau? Parfait. Donc, en ce moment, le ministère de l'Environnement a réalisé beaucoup de tests, comme je disais, donc 4 fois plus de tests au cours des environ 2 dernières années dans le puits souterrain de la municipalité. Et il y a des bactéries, en fait, qui ont été retrouvées en plus grande quantité que ce qui est requis là, par les normes là, du règlement là, sur l'eau potable au Québec. Donc, la présence de ce grand nombre de bactéries-là nous a incité, en fait, a incité le ministère de l'Environnement à creuser un peu plus là, les informations sur les propriétés de ce puits-là. Et on a réalisé que le puits était affecté par des eaux de surface. Donc, les eaux de surface se rendent dans le puits et il n'y a pas un système de filtration suffisant pour s'assurer que les virus, que les parasites soient retirés en quantité suffisante pour protéger la population. Donc, c'est vraiment pour détruire ces parasites-là qui peuvent se présenter dans l'eau qu'on recommande à la population de bouillir l'eau 1 minute. Et justement, quels sont les dangers de boire de l'eau de Rousseau, de Princeville, maintenant? Il faut comprendre que la présence de parasites, elle peut être présente à n'importe quel moment. Donc, et quand on regarde les recherches, on peut s'attendre à ce que ce soit présent entre 3% et 50% du temps. Donc, c'est vraiment important de toujours faire bouillir l'eau. Malheureusement, on ne peut pas se fier à l'odeur ou au goût de l'eau ou à l'apparence physique de l'eau pour détecter la présence de parasites. Donc, il faut vraiment la faire bouillir en tout temps. 1 minute, c'est suffisant pour faire bouillir l'eau. On n'a pas besoin de la faire bouillir 15 minutes, par exemple. Donc, 1 minute d'ébullition est suffisant. Les problèmes que ça peut causer, c'est principalement pour les personnes qui ont des problèmes de santé. Donc, les très jeunes enfants de moins, par exemple, de 5 ans, les personnes plus âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques et encore plus les personnes aussi qui ont des problèmes du système immunitaire. Donc, qui ont, par exemple, un cancer, des traitements pour le cancer, qui ont des maladies immunosuppressives qu'on appelle, ou des traitements immunosuppressifs. Par exemple, la prednisone à forte dose peut causer une immunosuppression. Sinon, on recommande aussi aux femmes enceintes de porter particulièrement attention parce que ça peut causer des problèmes au niveau digestif. Donc, les personnes qui ingéreraient des parasites peuvent développer des symptômes qui ressemblent à une gastro-entérite, donc des douleurs au ventre, de la diarrhée,
des nausées, par exemple. On peut avoir aussi une fatigue, de la température qui s'installe. Donc, ce sont tous des symptômes qui reflètent un peu des symptômes de gastro-entérite. Et quand il faut ébouillir de l'eau et quand les gens peuvent utiliser l'eau normalement? Il faut vraiment faire bouillir l'eau dès qu'on veut l'ingérer. Donc, dès qu'on la met dans la bouche, donc par exemple pour se brosser les dents, pour la boire, dès que ça va à l'intérieur de la bouche, on doit avoir fait bouillir cette eau-là auparavant. Sinon, on peut utiliser de l'eau non bouillie pour se laver. On peut laver notre corps tant qu'on n'en met pas dans notre bouche. Donc, pour les très jeunes enfants, il faut laver le corps, mais sans mettre de l'eau proche de la bouche. On peut, bien entendu, cuisiner avec cette eau-là tant qu'on fait bouillir l'eau. Donc, par exemple, on peut préparer du riz, du spaghetti, parce que l'eau va bouillir à ce moment-là. On peut également laver la vaisselle. Donc, l'important lorsqu'on lave la vaisselle, c'est de s'assurer qu'elle va être bien sèche avant qu'on l'utilise. Si la vaisselle est mouillée, on s'assure de la sécher avec un linge avant de l'utiliser. Et on peut parler de quels sont les premiers symptômes que la personne présente s'il a déjà boit de l'eau contaminée? Le premier symptôme qui va se présenter lorsqu'on va être infecté, ça va être principalement des mal de ventre. Donc, ça va débuter généralement ici, puis par la suite, on va avoir de la diarrhée généralement qui va s'installer. Ultérieurement, on pourrait avoir des symptômes de fièvre. Les personnes immunosupprimées sont particulièrement à risque parce qu'elles pourraient ne pas être capables de se débarrasser des parasites. Donc, les parasites peuvent rester très longtemps, donc plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et les personnes très immunosupprimées pourraient même ne jamais être capables de s'en débarrasser en tant que telles et rester infectées à long terme là, par ces parasites-là. Docteur Lampron, est-ce que vous savez la fréquence dans laquelle le ministère de l'Environnement fait des tests de l'eau potable à Princeville? Oui, donc il y a plusieurs types de tests qui sont faits. Il y a des tests qui sont faits à l'eau brute. Donc, l'eau brute, c'est dans le puits avant les traitements. Ces tests-là sont faits à chaque semaine, régulièrement. Et il y a également des tests qui sont faits à l'eau traitée, donc en bout de réseau. Donc, ça peut être dans les robinets des maisons en tant que telles. Et ça également, c'est fait à chaque semaine. Par contre, ce qui est recherché dans ces tests-là, c'est les bactéries, ce ne sont pas les parasites. Donc, c'est des tests qui vont continuer de se faire. Et si jamais il y avait des bactéries qui étaient découvertes à l'eau potable, donc dans le robinet des personnes, des usagers de la ville, il va y avoir également un avis qui va être émis pour en informer la population. Et est-ce que peut-être après les tests qui a démarré l'avis d'ébullition, vous avez détecté plus de personnes malades pour de l'eau contaminée? Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a regardé les données de surveillance dans la ville et il n'y avait pas de hausse de personnes en lien avec des problématiques de gastro-entérite dans la ville de Princeville. Donc, c'est en soi une bonne nouvelle. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire bouillir l'eau. Il faut la faire bouillir tout de même. C'est une mesure préventive, mais une mesure qui est nécessaire actuellement tant que la situation ne sera pas résolue pour s'assurer de détruire les parasites en tant que tels. Docteur Lampron, de où est-ce qu'ils viennent les parasites? Donc, les parasites sont transmis par les animaux dans la nature qui vont faire leurs besoins et les parasites qu'ils vont rejeter vont se retrouver dans les rivières, dans les lacs. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on se baigne dans la nature, il ne faut pas boire l'eau des rivières, des lacs dans lesquels on se baigne. Et l'eau va donc couler dans la rivière et l'eau de la rivière va aller dans le puits de la ville. Et c'est ainsi que l'eau de la ville peut se retrouver contaminée par des parasites. Et pour terminer, peut-être il y a des personnes qui se posent la question de si c'est nécessaire ébouillir de l'eau maintenant. Est-ce que vous pouvez donner un message à ces personnes pour dire de l'importance de faire ça? On comprend que c'est désagréable de devoir faire bouillir de l'eau
Cependant, il faut comprendre que l'eau est tout de même bien traitée et la seule chose que les personnes ont à faire avant de la boire est de la faire bouillir. Donc, ça reste quand même une mesure qui est relativement économique. Donc, on prend de l'eau du robinet qu'on place sur le four. On peut en faire un chaudron à la fois. On la fait bouillir. On a juste besoin de la faire bouillir 1 minute. Donc, dès que c'est à ébullition, on attend 1 minute. On peut l'arrêter ensuite de bouillir et on peut en garder en réserve au frigidaire en tant que tel. Et c'est ce qui va faciliter là, la gestion quotidienne parce qu'on sait que ça peut être dérangeant là, dans les habitudes de vie là, de devoir faire bouillir l'eau, surtout qu'on sait que ça va durer pendant plusieurs semaines au minimum et on va avoir là, des détails là, sur la durée par la ville là, dès que possible. C'est important principalement encore plus pour les personnes que j'ai nommées tantôt, donc les personnes qui ont des maladies chroniques, les personnes âgées, les très jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes immunosupprimées notamment, de faire particulièrement attention et les proches qui vivent avec ces personnes-là parce que les parasites, ça se transmet de personne à personne. Donc, si on est contaminé, on peut le transmettre à notre proche également. Donc, c'est particulièrement important aussi pour protéger nos proches là, de bien suivre les consignes. Parfait, Dr. Lambron. Merci beaucoup pour toute l'information que vous nous avez donnée. C'est très important pour la population de la MRC de l'Érable. Merci beaucoup. Merci de votre temps. C'est très apprécié. Nous avons entendu toutes les recommandations de la santé publique du gouvernement du Québec par rapport à la vie d'ébullition d'eau à Princeville. Maintenant, nous entendrons les points de vue de la ville de Princeville avec son directeur général, Dominique Doucet, en studio. Bonjour, Monsieur Dominique. Bienvenue. Merci. Bon, on voudrait connaître un peu plus sobre votre fonction dans la ville de Princeville. Oui, je suis directeur général de la ville de Princeville depuis avril 2022. Donc, j'occupe les fonctions de chef administrateur de la ville de Princeville sous la direction des élus de la ville. D'accord. Et est-ce que vous avez travaillé déjà dans des autres municipalités de la MRC de l'Érable? Oui, auparavant, j'étais directeur général à la municipalité de Saint-Ferdinand jusqu'en avril 2022. Puis auparavant, j'étais chargé de projet à la direction générale à la ville de Plessisville. Et est-ce qu'on pourrait dire que l'infraction sur la qualité de l'eau potable à la ville de Princeville a été votre plus grand défi comme directeur général? Pour l'instant, c'est tout récent, mais oui, je pense que définitivement, pour n'importe quel directeur général, pour n'importe quel employé élu d'une ville, l'eau potable est peut-être une des choses les plus importantes. Donc, une infraction, une non-conformité ou un problème à l'eau potable, c'est le problème principal. Si l'eau potable ne fonctionne pas, la ville a, on peut dire, un gros défi devant elle parce que les gens s'attendent, surtout en ville, d'avoir une eau potable de qualité. Oui. Bon, notre eau, on fournit de l'eau. Il y a un avis d'ébullition qui est donné. On comprend que les citoyens peuvent trouver ça quand même désagréable de faire bouillir l'eau. Oui. Et comment est-ce que vous avez été avisé de cette infraction? Le ministère de l'Environnement a communiqué avec la ville de Princeville pour nous signaler qu'eux avaient détecté un problème sur notre eau brute. Il faut bien comprendre, c'est pas un problème sur l'eau traitée, c'est un problème sur l'eau brute qui a été découvert par le ministère de l'Environnement. Eux soulignaient qu'on dépassait les normes de présence de bactéries E. coli dans notre eau brute, alors que dans l'eau potable, il n'y en a pas. L'enjeu qu'il y a, c'est que, étant donné qu'on n'a pas de système de filtration qui permet d'éliminer les parasites, le ministère de l'Environnement dit « Ah, vous avez des bactéries, donc il se pourrait que vous avez des parasites dans votre eau. Et étant donné que vous n'avez pas de filtration pour éliminer les parasites, il faut vous placer un avis d'ébullition préventif. » Et ce signalement, cet avis de non-conformité, ce signalement du ministère de l'Environnement provient du fait que depuis qu'on a dépassé le cap de 5000 utilisateurs d'eau potable, nous faisons des tests dorénavant à la semaine, des tests hebdomadaires. Et avec les fortes pluies, on a détecté par l'entremise des tests hebdomadaires une plus grande, on peut dire des pics de présence d'E. coli dans notre eau brute. Et est-ce que Princeville a dû payer comme une amende pour cette infraction? Oui, ça, c'est pas... Il faut comprendre la façon que les sanctions administratives fonctionnent au ministère de l'Environnement. Pour l'instant, on est en avis de non-conformité.
C'est-à-dire que le ministère nous signale que d'après eux, on est non conforme par rapport à la réglementation québécoise. Puis, en fonction du type d'avis de non-conformité, il peut y avoir des sanctions administratives, donc financières, des amendes, par exemple, ou bien ils peuvent demander à la Ville, peuvent exiger à la Ville de dire, au lieu de vous mettre en amende, dites-nous ce que vous allez faire pour régler la situation. La Ville de Princeville, ça a été d'ailleurs des conditions. On a eu à remettre au ministère de l'Environnement un plan d'action, un plan de mesures correcteurs pour leur indiquer de la façon qu'on va se prendre pour corriger la situation et un échéancier aussi de ces actions-là. Et comment est-ce que fonctionne le système de traitement de l'eau à Princeville? Oui, c'est ça qui est particulier. C'est un système qui fonctionne très bien. C'est un système au chlore. C'est une chloration qu'on a fait à notre eau. Comme plusieurs systèmes de traitement des eaux au Québec, c'est à peu près le même système que dans plusieurs villes. Toutefois, en fonction du classement de l'eau, la façon que l'eau se classe, il peut être obligatoire d'avoir un deuxième traitement, une filtration, soit une filtration par membrane, lampe UV ou autre. Et nous, on ne l'a pas. Fait que pour l'instant, on a un traitement au chlore qui permet d'éliminer les virus, les parasites, mais malheureusement pas les parasites. Les bactéries et les virus, mais pas les parasites. Pas de parasites, oui. Mais quelle est la source de l'eau à Princeville? Ah, c'est une eau souterraine, c'est ça. C'est un peu le cœur de l'argumentaire que l'on a avec le ministère de l'Environnement. On n'a pas d'hydrogéologue ou d'ingénieur ou de classification de notre eau à Princeville. Et le ministère de l'Environnement soutient, eux, de leur côté, que nous avons une eau, on appelle ça une eau souterraine, influencée directement par les eaux de surface. Puis ça, c'est un jargon, hein, c'est un problème de terminologie, mais nous, on prétend, non pas qu'on prétend, mais nous, on a toujours cru qu'on avait une eau souterraine qui était non affectée par les eaux de surface. Fait, pour répondre directement à votre question, est-ce qu'on a une eau souterraine? C'est des puits de captation horizontaux. Et là, il reste à savoir, est-ce que la rivière influence directement? Quand je dis directement, c'est-à-dire que est-ce que l'eau de la rivière va jusqu'à nos puits direct, sans aucune filtration? Parce que habituellement, quand vous avez un puits souterrain, il y a une filtration qui se fait par le sable, naturellement. Et c'est pour ça que les villes qui ont des puits souterrains, ils n'ont pas besoin de filtration, parce que le sable effectue la filtration et le sable élimine les parasites. Et là, le ministère de l'Environnement, il dit, non, il dit, on pense que oui, c'est vrai que vous êtes souterrain, on pense que l'eau va de la rivière directement à votre puits sans passer par le sable. Et c'est tout le cœur de l'avis de non-conformité, il est là. Il le fait que nous, on considère que c'est une eau souterraine, puis le ministère de l'Environnement, disons, vous avez une eau de surface, vous êtes infiltré par les eaux de surface. Donc, la Ville de Princeville, on va prendre les moyens nécessaires pour voir est-ce que c'est la prétention du ministère de l'Environnement, elle est vraie. Si on peut faire des mesures correctives rapidement pour régler la situation. Par exemple, si nous avons une présence de roches fracturées qui amènent l'eau de la surface jusqu'au puits directement, eh bien, on va corriger la situation on va poser des membranes ou autre. Sinon, on n'aura pas le choix. Il faut faire. Si on ne peut pas corriger de cette façon-là notre problème, on doit ajouter une deuxième filtration à notre traitement d'eau. Et, Monsieur Dominique, est-ce que vous n'aviez pas prévu une mise à jour de votre système de traitement de l'eau à Princeville? Auparavant, non. Ce qu'on voulait pas pour en ajouter une filtration supplémentaire à ce qu'on avait prévu, c'était une amélioration de notre système de traitement d'eau par exemple, pour réduire la teneur en fer ou en manganèse. Mais nous considérions à ce moment-là que l'eau qui provenait de nos sources d'eau, que l'eau brute était considérée comme une eau souterraine avec filtration naturelle. Et donc, c'est pour ça que l'avis du ministère de l'Environnement nous a un peu pris par surprise. Parce que on n'avait pas auparavant d'avis direct comme quoi que nous devions avoir une unité de filtration supplémentaire. Puis, on n'a pas reçu de communication à cet effet-là auparavant du ministère de l'Environnement. Des fois, ils nous avertissent à l'avance, ils disent « Ah, on pense que votre eau est classée de telle façon, il faudrait ajouter une unité supplémentaire de filtration. » Mais le ministère de l'Environnement, je pense je ne peux pas parler pour eux, mais je comprends qu'ils ont agi
ils ont agi rapidement avec à risque zéro. Nous, on ne prend pas de risque. On vous met tout de suite en avis de non-conformité. On vous demandez à vos citoyens de faire bouillir l'eau de façon préventive. Puis après ça, faites les ajustements nécessaires pour vous conformer à la réglementation du gouvernement du Québec. Oui, peut-être aussi, on peut dire que c'est pour la croissance de la population à Princeville. Oui, exactement. Tout ça est un peu lié aussi avec la croissance de la population. Si la population n'avait pas augmenté, la fréquence des tests à l'eau brute aurait été moins élevée. Puis, ça fait plusieurs années qu'on fait des tests d'eau brute de façon mensuelle, parce qu'avant, on était en dessous du seuil de 5000 utilisateurs. Puis, les tests, il n'y avait pas de problème. On ne détectait pas de tests. On ne détectait pas de problème au niveau des tests. Et donc, la croissance de la population nous a aussi, puis de la façon que la loi est faite, elle donne des responsabilités supplémentaires aux villes lorsqu'elles prennent de l'importance. Et est-ce que vous êtes d'accord, la ville de Princeville est d'accord avec l'infraction qui a mis les ministères de l'Environnement? D'accord, oui, et en même temps, avec certaines nuances. D'ailleurs, dans le plan d'action qui était transmis au ministère de l'Environnement, il y avait la question de valider si la ville de non-conformité du ministère de l'Environnement, si elle est légitime, si elle est valide. Et en même temps, le ministère de l'Environnement, si on arrive avec une conclusion signée par un hydrogéologue dans laquelle qui dit la source d'eau potable de la ville de Princeville, elle est souterraine et elle est filtrée naturellement par le sable, par exemple. Si elle est signée par un hydrogéologue, j'imagine, j'ai la prétention de croire que le ministère de l'Environnement va dire « OK, vous l'avez classé, maintenant on a un papier officiel, donc vous pouvez arrêter l'avis d'ébullition préventif qui a été émis pour la ville de Princeville. » Et combien de temps d'avis d'ébullition c'est la question. Exactement. La durée d'avis d'ébullition, le plan de match, puis là-dessus, la ville peut être tout à fait transparente. Le plan de match, c'est dans un premier temps faire une vérification de notre prise d'eau brute afin de savoir s'il n'y a pas des défauts de conception ou s'il n'y a pas un problème physique qui fait en sorte que lorsqu'il pleut, l'eau qui est à la surface descend directement dans nos puits souterrains, sans passer par la filtration naturelle au sable. Et ça, c'est certain, il faut se comprendre, c'est plusieurs semaines. Au minimum, c'est pour ça le message de dire, au minimum, c'est 6 mois de temps, l'avis d'ébullition préventif. Et si, par exemple, on n'arrive pas à corriger le problème, ce qui veut donc dire que le ministère de l'Environnement a raison, on est donc en présence d'une eau souterraine affectée directement par l'eau de surface et qu'il faut une deuxième filtration, ça peut être très long. Au Québec, on ne se fera pas de cachette, il faut que tout soit signé premièrement par des ingénieurs. Les ingénieurs ne signent pas les documents s'il n'y a pas au minimum 6 mois d'échantillonnage, ça dépend, 3 mois à 6 mois d'échantillonnage en eau brute. Il y a le ministère de l'Environnement qui doit accepter. Il faut qu'il fasse leur propre analyse. Il y a d'autres ingénieurs du ministère de l'Environnement qui passent par-dessus ça. Ensuite, est-ce qu'on est en zone agricole? Si on est en zone agricole, il faut demander une autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Ensuite, il y a tout le mécanisme d'appel d'offres public du Québec qui est là pour empêcher la corruption dans le milieu municipal. Il faut afficher publiquement les appels d'offres. Il faut suivre le processus d'appel d'offres. On envisage un scénario de 4 ans. Pour 3 ans à 4 ans pour une nouvelle unité de filtration qui soit fonctionnelle. Toutefois, on travaille actuellement, la ville de Princeville, on a d'ailleurs rencontré des fabricants pour une unité temporaire qui viendrait désinfecter l'eau à Princeville et qui nous permettrait de retirer l'avis d'ébullition. Mais même, je comprends les citoyens à la maison qui ont déjà une ferme, qui habitent sur une ferme et qui disent « Oui, mais faire un puits, c'est pas compliqué, faire une unité de filtration, c'est pas compliqué, c'est vrai. » Mais juste l'unité temporaire de désinfection qu'on souhaiterait installer si c'est l'avenue qu'on doit prendre, eh bien là, c'est encore la même chose. Le ministère de l'Environnement doit approuver l'unité. On doit faire un petit plan de vie tout de même pour cette unité-là temporaire. Puis on doit passer on doit aussi suivre le processus d'appel d'offres public au Québec. On espère sincèrement que 6 à 7 mois que cette unité-là va être installée. Donc, et que là, l'avis d'ébullition pourrait être retiré en attendant que l'usine, si on peut appeler ça une usine, on ne sait pas à quoi ça ressemble, mais s'il y avait une nouvelle usine de filtration, qu'elle soit construite. Fait qu'on travaille fort pour retirer l'avis d'ébullition dans un délai de 6 à 7 mois au maximum. D'accord. Alors, si on parlait des étapes, quel est le plan de la ville de Princeville? Oui, exact. Ouais. Donc, le premier, comme je le disais tantôt, vraiment la première chose, c'est on vérifie nos installations de traitement des eaux. On regarde s'il y a un problème. S'il n'y a pas de problème,
on poursuit un échantillonnage en eau. Puis, à partir de ce moment-là, cet échantillonnage en eau-là va nous permettre de tout de suite décider est-ce qu'on peut installer une unité de filtration temporaire, passer par le processus officiel du gouvernement du Québec pour le faire accepter par le gouvernement du Québec. Donc 6 à 7 mois. Puis après ça, à plus long terme, on peut retirer l'avis d'ébullition préventif à ce moment-là. Et après ça, là, on travaille sur le projet, une unité permanente de traitement des eaux qui va desservir tous les citoyens qui sont abonnés à l'eau potable. Donc, les gens qui ont accès à l'eau potable, on pourra retirer l'avis d'ébullition à ce moment-là. Et quel, selon vous, est le scénario le plus probable? C'est extrêmement incertain parce que tous les scénarios sont probables. En ce moment, avec le niveau d'information que l'on détient, avec l'expertise aussi, on a rencontré 3 hydrogéologues différents. Tous ont l'intuition que notre système de traitement des eaux, il y a peut-être de l'eau de surface qui va directement dans nos puits et que le problème pourrait être corrigé probablement rapidement. Mais eux aussi ne le savent pas tant qu'on n'a pas corrigé le problème. Et si le problème, on l'a corrigé, puis maintenant, après ça, tout est beau, on pourrait aisément le retirer, mais sincèrement, ce qu'il faut, à mon sens, il faut toujours se préparer au pire des scénarios. Et le pire des scénarios, c'est que malgré qu'on fasse des corrections, le problème ne se résout pas. Puis il faut construire une nouvelle unité de filtration. Puis ça va prendre, comme je disais tantôt, ça va prendre 3-4 ans. Mais en attendant, on travaille sur des unités temporaires de traitement des eaux, délai de 6 à 7 mois, par la suite, si on suit tout le processus. Puis on espère retirer l'avis d'ébullition dans 6 à 7 mois. D'accord. Et dans les pires scénarios, est-ce que vous avez prévu des coûts pour la ville de Princeville? Sincèrement, c'est sûr, actuellement, aujourd'hui, c'est absolument impossible à chiffrer. On ne parle pas d'un projet de 100 000 $, ça c'est certain. Mais toutefois, ça peut être l'échelle de prix, la variabilité du prix, du coût du traitement peut être extrêmement élevée parce que si c'est un simple système UV qui est installé, ça coûtera moins qu'1 million de $, mais si c'est une usine de filtration, on peut parler de plusieurs millions de $. Vous voyez donc l'échelle de coût, elle est extrêmement grande. Et c'est pour ça qu'on doit faire des tests d'eau, parce que l'échantillonnage qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire l'analyse des propriétés physico-chimiques de l'eau sur une longue période, va permettre à un ingénieur en traitement des eaux de déterminer le type de traitement d'eau. C'est pas Dominique Doucet qui peut décider c'est quoi le traitement d'eau qui est approprié à Princeville. C'est un ingénieur qui doit signer des plans. Puis c'est en fonction des tests d'eau qu'il peut signer des plans. Et c'est en fonction de cette analyse-là qu'on va pouvoir dire, OK, le projet va coûter tant de millions de dollars ou tant de 100 000 $. Mais c'est seulement à ce moment-là qu'on va le savoir. Aujourd'hui, c'est très incertain. Est-ce que vous pensez que la population aussi va payer dans les cas qui vous allez faire un projet grand de traitement de l'eau? Oui, je comprends. Comment dire ça? En anglais, on a l'expression "There's no such thing as a free lunch". Il n'y a rien de gratuit. Ça n'existe pas des lunchs gratuits. Donc, il y a une partie qui sera non subventionnable, qui va être financée à même les utilisateurs en eau potable. Quelqu'un que, par exemple, c'est important de le comprendre, quelqu'un qui habite dans un rang, qui n'a pas accès à l'eau potable, il ne paye pas l'eau potable. Il ne paye pas. Donc, les gens qui consomment l'eau potable, qui ont ce service-là, eux, oui, ils vont devoir payer la partie résiduelle, celle qui n'est pas subventionnable. Celle qui n'est pas subventionnée, ils vont devoir payer cette partie-là. Mais d'après nous, ce qui va arriver, tant que notre système en ce moment coûte pas cher, notre système de traitement il est assez simple. On n'a pas beaucoup d'employés actuellement qui gèrent ce système-là. Ça fait longtemps qu'il a été construit. Ce qui va arriver, c'est qu'on va revenir à un taux de taxation en termes d'eau potable semblable aux autres villes. Mais je pense qu'il est important de rappeler que une grande partie va être payée par le gouvernement du Québec, par des subventions, puis un résiduel qui va être payé, oui, ça c'est certainement par les résidents qui sont connectés à l'eau potable à Princeville.
Parfait. Et est-ce que vous percevez que la population de la ville de Princeville était inquiète pour la vie d'ébullition? Non, comment vous sentez ça? Les gens sont inquiets, les gens comprennent. Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas. Puis c'est difficile à comprendre dans le sens qu'on vous dit un jour, aujourd'hui, l'eau, elle est, non pas qu'elle n'est pas bonne, mais l'eau, on doit la faire bouillir pour la boire, alors que c'est la même eau qu'avant-hier, qui est il y a 40 ans, que la population de Princeville boit. Puis les gens demandent, OK, d'abord, avez-vous détecté quelque chose dans l'eau potable? Dans l'eau qui est traitée, est-ce que vous avez détecté quelque chose? Non, on n'a rien détecté dans l'eau potable. C'est dans l'eau brute qu'on a détecté, mais ça veut dire que votre système de chloration ne fonctionne pas. Oui, il fonctionne très bien, on ne détecte rien dans l'eau traitée. Fait que les gens comprennent, puis non pas qu'ils ne comprennent pas, mais quand on leur explique que c'est parce qu'il y a peut-être un risque potentiel d'un parasite, il faut comprendre que chez les gens qui sont en santé, le parasite peut ne pas avoir, s'il y en a, il peut n'avoir aucune influence. Toutefois, chez les gens qui sont avec un système immunitaire affaibli, il peut y avoir un risque pour eux. Les gens comprennent. Là, ils voient, puis là, ça réduit leur niveau d'inquiétude. C'est sûr que pour les citoyens qui ont on peut dire ça, qui ont une grande famille avec beaucoup d'enfants, c'est du travail faire bouillir l'eau. Mm-hmm. C'est surtout s'ils n'ont pas accès à des cruches d'eau. Faire bouillir l'eau, ça peut être un travail supplémentaire. Et on comprend absolument la situation que les citoyens vivent. Puis la ville de Princeville veut éliminer la vie d'ébullition le plus rapidement possible, justement pour ne pas laisser perdurer la situation. Parce que c'est quand même, c'est pas une situation idéale pour personne. Parfait. Merci beaucoup pour toute l'information que vous avez donnée à la population de la MRC de l'érable et surtout de Princeville. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Maintenant, nous changeons complètement de sujet pour parler de l'événement final du projet Mers et Merveilles de la MRC de l'érable. L'animateur Yves Payette nous informe sur tous les détails depuis le studio du musicien Gued Boucher, qui a reçu le mandat civique d'expliquer en chanson l'identité sociale des municipalités de la MRC de l'érable. Mon nom est Yves Payette, animateur invité de la TV communautaire de l'érable. Nous nous trouvons dans le studio de l'auteur, compositeur et interprète Gued Boucher pour nous informer sur comment il se prépare pour l'événement final du projet Mers et Merveilles de la MRC de l'érable. Pendant le mois de février 2023, les citoyens et citoyennes de partout dans la région de l'érable ont rencontré l'artiste Gued Boucher pour lui expliquer quelle était l'identité de leur municipalité. Monsieur Boucher a capté l'essence de ces rencontres dans plusieurs chansons représentant l'atmosphère de chaque municipalité. Dans une expression de participation civique généralisée, ces nouvelles œuvres musicales sur les municipalités de la MRC de l'érable ont été attendues toute l'année. Nous allons rencontrer M. Boucher pour connaître les avancements dans son travail musical qui sera présenté à la communauté samedi le 14 octobre 2023 à partir de 20h à l'auditorium de la polyvalente La Samarre de Plessisville. Alors, M. Boucher. Bonjour, M. Payette. Vous êtes un artiste très connu dans la région, mais là, pour le projet de Mers et Merveilles, est-ce que vous avez développé une expertise pour faire parler les gens, puis convertir leurs idées? Puis... Oui, c'est une technique que j'ai apprise, moi, avec Robert Léger, pianiste de Beau-Dommage à l'époque, oui. Avec Sylvain Lelièvre qui était là. C'est des séminaires dans le temps que j'étais en Abitibi avec le Conseil régional de la culture à Rouyn-Noranda. Puis on avait été invités avec Hélène Faubert, aussi avec Pierre Letourneau. Il y avait quatre auteurs-compositeurs qui étaient là. Puis on faisait des fins de semaine, des séminaires qu'on appelait. Puis on passait des week-ends, 3 week-ends avec ces gens-là, qui nous montraient comment écrire, comment trouver notre niche, comment définir notre plume. Puis, suite à ça, à ce séminaire-là, j'ai trouvé ma plume, mais j'étais, tu sais, des fois, le timing, tu sais. Puis moi, j'étais un gars que, tu sais, tu peux me dire chemise, puis la chemise devient une humaine, tu sais, beaucoup de métamorphose, métaphore, ça, c'est moi. Mais c'est ça, fait qu'il y a beaucoup de métaphores dans mes textes, dans ma plume, puis c'est ça. Fait qu'avec ces gens-là, puis Robert Léger, à l'époque, avait écrit un bouquin, puis c'est écrire une chanson, parce que lui, il dit que la page blanche, ça n'existe pas.
Pourquoi? Parce que dans notre tête, on pense toujours, même en dormant, on pense. Fait qu'il dit, c'est juste de se stimuler. Fait qu'il a développé une technique par constellation, c'est de mettre un mot qui nous inspire, comme hiver, exemple, puis de trouver des lignes jusqu'à temps qu'on n'ait plus d'inspiration, du patin, ski, toboggan, après ça, un autre, des tempêtes, tout ça. Fait que c'est ce procédé-là que j'ai fait avec les gens lors des ateliers dans chaque municipalité que je me suis présenté au courant à partir de décembre l'an dernier, aller jusqu'à mars. J'ai rencontré les gens. Puis ensuite de ça, je suis revenu chez nous avec ces constellations-là de chacun individuel. Puis j'ai relevé les mots qui sortaient souvent. J'ai relevé aussi l'essence que les gens voulaient exprimer de leur municipalité. Puis à partir de là, ben j'ai quand même... j'avais beaucoup de trucs à respecter dans le sens. J'avais ma plume à respecter. Et les mots, les l'esprit du village. L'esprit du village aussi à respecter. Je pense que je suis arrivé, puis la chose la plus dure, parce que c'est quand même 11 chansons. Oui, c'est une Normalement, 11 chansons, c'est un album. Un album, on se donne 3 ans pour produire l'album final. Mais là, puis là, c'est un processus qui a duré 6 mois. Après, de mars à août, là, pour composer des tunes. Là, j'ai demandé de l'aide à mon ami de toujours. Le premier gars que j'ai rencontré à Plessisville, qui s'appelle Jonathan Hébert, et on joue encore de la musique ensemble. C'est lui qui m'a proposé d'autres arrangements sur mes chansons. J'ai envoyé un bundle, comme on dit, de guitare-voix, piano-voix. Puis lui m'a suggéré des rythmes, m'a suggéré des cotes, des coupures. Okay. C'est peut-être trop long ce coin-là. Fait qu'on a travaillé gros là-dessus. Fait que Jonathan m'a vraiment inspiré d'autres choses. Fait qu'on a des chansons de différents styles. OK. Différents styles. Puis en plus, ben là, j'étais à la recherche de musiciens. Puis mes 2 fils ont levé la main. Fait que donc, c'est une histoire de famille. Oui, l'histoire de famille. Et d'ailleurs, pour ça, on trouvait que ça fitait bien avec le titre du spectacle qui est Racine. Donc, quand ils sont venus au monde ici, ces enfants-là. Ils sont encore ici, fait qu'on les garde, puis on est bien contents d'être en équipe avec eux. OK. M. Boucher, la TV communautaire de l'Érable était présente quand vous avez écouté les histoires des citoyens de Sainte-Sophie, d'Halifax, de Villeroy, puis de Notre-Dame-de-Lourdes sur l'identité, ce qu'ils avaient à raconter sur leur petit coin de pays. Est-ce que ça serait possible de nous donner un petit aperçu de l'avancement de ces chansons-là? Ouais, je peux donner un aperçu de comment je les ai envoyés à Jonathan, peut-être. Fait que, ouais, je pourrais faire ça. Mais bon, ça me prendrait une guitare, par exemple. Bon, ben, on a besoin d'une guitare. Guitare? Alors? On a une guitare. Alors, on vous écoute, M. Boucher. Ben, on va commencer avec... je crois que c'est Villeroy, la première municipalité qu'on a visitée. Puis, à Villeroy, ce qu'on m'a parlé beaucoup, c'est le grand feu qu'il y avait eu il y a une centaine d'années, tout ça. Ouais. Ça m'a impressionné parce que je me disais, mais il n'y a personne qui sont ici, qui l'ont vécu, puis ils en parlent comme s'ils s'en rappelaient. Donc, je me suis dit, ce feu-là a quand même servi à quelque chose. Probablement qu'il a donné le feu sacré aux générations suivantes. Fait que ça va comme suit. Il y a plus de 100 ans, des flammes rouges d'un feu ardent ont emporté sur leur passage plus de la moitié du village. Qu'on se rappelle aussi loin qu'on peut du cœur au ventre de nos aïeux, de la force et du courage qu'ils nous ont laissé en héritage. Le feu sacré dans nos poitrines, allumons-nous une flamme divine, nous pousse à créer, à écrire, de peindre en couleur l'avenir. Merci. Alors, c'est Villeroy. Ça, c'est Villeroy, oui. Puis le feu sacré, oui, c'était... j'ai appelé ça comme ça, la chanson, parce que je trouvais tellement que les gens ils ont un espoir et un courage. Puis ils ont reçu ça d'ailleurs. Ils ont reçu ça d'ailleurs. Ouais. Alors là, on s'en va à...
Ben, il y a eu Notre-Dame-de-Lourdes, puis ça, il y a eu, je vais te raconter un peu ce qui est arrivé à Notre-Dame-de-Lourdes quand je suis reparti de là. Parce que les gens étaient très axés sur... À Notre-Dame-de-Lourdes, on s'occupe de notre monde. Ben oui. C'est surtout là-dessus qu'on focusait, que les gens s'occupaient des gens, tu sais, puis ils allaient voir, il y avait des comités d'accueil, puis ça m'a marqué gros. Puis en sortant, tu sais, au quatre coins, le dépanneur, la 265, puis là, je me dis, mais eux autres, à l'endroit ils ont le cœur du monde à cœur. Puis je dis, hey, ça serait un bon titre, ça, le cœur du monde. Puis là, je reviens chez nous, puis là, puis je me demandais, j'ai dit, mon père, il me parlait de ça quand j'étais jeune, Notre-Dame-de-Lourdes. Bernadette sur les roues. Il nous parlait de ça, puis on avait peur, nous autres, de Bernadette, on ne savait pas c'était qui. Mais là, pasteur, je sais qu'elle est en France. Mais le fait cocasse de tout ça, c'est que je suis allé voir ça sur Bernadette, puis la date où elle a vu la Sainte-Vierge, c'est comme à 2 jours de la date que je suis allé à Notre-Dame-de-Lourdes. Ouais. Fait que ça m'a... J'ai eu comme un frisson, j'ai rappelé tout le monde. Je sais pas si c'était un miracle ou c'était un nadon, mais... Fait qu'il a dit non, on n'a pas de nadon. On n'a pas de nadon. Fait que, puis en plus, en lisant ça, Notre-Dame-de-Lourdes, puis là, j'avais choisi mon titre déjà, j'avais commencé à écrire, puis j'ai vu dans Wikipédia que Notre-Dame-de-Lourdes aussi appelé le cœur du monde. Ben voyons. Ben, fait que c'est le titre de la chanson Notre-Dame-de-Lourdes. Ah oui, bon ben. Ben ouais. Alors, M. Boucher, ben on vous écoute avec Notre-Dame. Le cœur du monde de Notre-Dame-de-Lourdes. Oui. Au cœur du monde, aux terres de sombre et de roches, défrichées à cœur de hache, que bras de pioche. Où les rêves prennent vie, où l'espoir est accessible, où tout devient possible. Au cœur du monde, où je marche, où je rêve, où je suis, chaque seconde. Les idées les plus folles, où les canneberges s'envolent et vagabondent autour du monde. Quand la lumière du jour lance ses reflets sur la rivière Bécancour, le bonheur se lève de bonheur. À Lourdes, on a le cœur du monde à cœur. Wow! On a envie d'entendre la suite. Oui, il va en avoir une suite. Il va en avoir une suite. Il va y avoir une suite. Alors là, on s'en va à Sainte-Sophie d'Halifax. À Sainte-Sophie d'Halifax, au sommet des Appalaches, les éoliennes tournent sans arrêt pour nous mettre au courant. Le souffle des dieux les fait tourner en portant nos histoires au gré des vents. Au-dessus de nos montagnes, au-delà des océans, jusqu'en Espagne. Puis des histoires, y en a, parlez-en à notre belle Angèle. Elle va vous conter l'histoire de la sœur qui est morte en haut de l'école. Selon ce que disent les gens, des fourmis ont entré par les oreilles. Et qu'au moment de sa mort, elle criait si fort que des fois on l'entend encore. À Sainte-Sophie d'Halifax, au sommet des Appalaches, les éoliennes tournent sans arrêt pour nous mettre au courant. Le souffle des dieux les fait tourner en portant nos histoires au gré des vents. En-dessus de nos montagnes, au-delà des océans, jusqu'en Espagne. Ça fait drôle de dire Espagne puis Sainte-Sophie dans la même chanson, hein? Est-ce qu'on garde la raison pour laquelle on parle de ces deux-là? Oui. À notre soirée du 14 octobre? Oui, le 14 octobre, il va y avoir des choses qui vont être dévoilées. Mais là, des secrets, Monsieur Boucher, est-ce que les gens qui ont participé
on va dire, à la tempête d'idées pour la création des chansons, ont entendu ces chansons-là et l'ont pu. Alors, personne, là, c'est vraiment un dévoilement. Oui, on a gardé ça secret dans le sens que, je vais expliquer la vraie raison pourquoi on voulait pas, on n'était pas encore statué. Des fois, c'est juste un mot à changer parce que la rythmique est pas là ou l'accent tonique est pas là. Donc, une chanson se retient bien quand il y a des bonnes rimettes. Hein. Et là, M. Boucher, on parle de combien de chansons? 11 chansons. 11 chansons, hein, on parle de... Toutes différentes. Toutes différentes. Une chanson par municipalité. Hein? Mais là, qu'est-ce que c'est vos attentes? C'est quoi vous allez présenter au public hein? Le 14 octobre à la soirée Mère et Merveille, ces 11 chansons-là. C'est quoi vos attentes? Ben, les attentes, je pense, qui sont au niveau aussi de la MRC comme tel, parce que c'est un projet qui a été pondu par la MRC. Et c'est d'en faire des balados, dans le fond, parce qu'on va les chansons, on les joue comme ça, mais en spectacle, on va être avec des musiciens, les musiciens vont être là, tout ça. Fait que les tunes ont été arrangées, comme je parlais un peu de Jonathan Hébert. Fait qu'on a regardé des arrangements ensemble, puis ça va être dans le but de faire des balados pour que les gens qui viennent faire du tourisme peuvent entendre des chansons. Ben oui. Puis, d'essayer de trouver dans la chanson un intérêt, un attrait, peut-être, pour aller les pousser à visiter ces endroits-là. OK, merci. Puis, là, à quoi on peut s'attendre le 14 octobre? Là? Le 14 octobre, ce soir, cet après-midi, vous êtes seul? Oui. Mais là, vous allez être accompagné. Oui, j'ai des musiciens, mais j'ai des invités spéciaux. OK. Oui. Là, j'ai... parce qu'il y a un autre projet de la MRC propulse en région, c'est les cabarets jeunesse. Donc, j'ai commencé chez moi le mentor de ce projet-là pour les jeunes qui veulent se lancer en début de carrière ou des jeunes qui veulent faire de la musique ensemble. Puis, je leur donne quelques trucs. Apparemment, j'ai quelques trucs. Un mentor. Oui. Donc, j'ai eu une cohorte en 2022-23 et là, j'ai une autre cohorte en 23-24. Et j'ai invité deux des chanteurs du cabaret jeunesse de la première cohorte et de la deuxième. Donc, j'ai William Paris. OK, William Paris. Oui, qu'on connaît de plus en plus dans la région. Absolument. Et qui va être là pour venir interpréter quelques chansons. Et Liam Garner de Saint-Ferdinand. William vient d'Inverness, puis Liam Garner de Saint-Ferdinand. Okay. Deux jeunes qui vont venir faire des chansons de leur répertoire. Non, ces chansons-là. OK, qui vont interpréter vos consommations, vos compositions. Vos compositions. Oui, c'est ça. Okay. C'est parce que moi, je laisse quand même carte blanche. On a une ligne, joue là-dedans, mais mets ta couleur, mets ton épice là-dedans, puis ça donne des trucs, wow! À chaque répétition, tu sais, d'habitude, on sort de là fatigué, une répétition. OK, oui. Puis là, je sors de là craqué, là, mais le projet, on l'a pris au sérieux, par exemple. Oui, c'est une démarche sérieuse. En chanson, d'habitude, on peut mettre ça sur 3 ans. Puis là, on l'a fait en 6 mois. Puis le pire que j'ai trouvé le plus dur, c'est de se lever le matin puis d'oublier la mélodie de l'autre. Parce qu'il y a des mélodies qui m'ont resté accrochées 3 jours, 4 jours. J'ai même une mélodie, je n'étais pas capable de sortir de cette mélodie-là pendant 2 semaines. Ben, je doute pas qu'à partir du moment où on va les entendre, ça va devenir des mélodies qui vont nous revenir en tête régulièrement. Il fallait que ce soit différent. Puis quand tu fais un album, ça a un fil conducteur tout le long. Ouais. Mais là, il fallait que je coupe à chaque chanson. Fait que c'était un défi, mais j'en ferai pas deux back-à-back, là, mais laisser le temps d'inspirer. Mais c'est une belle expérience, par exemple. Mais d'avoir rencontré les gens, par exemple, ça a complètement brisé mon isolement. Parce que auteur, compositeur, interprète en région. Oui. On peut prendre des cafés souvent avec d'autres, mais là, de l'avoir pu montrer, puis ça fait réaliser aux gens aussi, je pense, à un certain point, qu'on ne fait pas juste jouer, nous autres, dans la vie. Parce que souvent, on est perçu comme des... c'est quoi ta vraie job? Mais là, ils ont vu c'était quoi le travail, puis c'était un vrai travail. Puis... On est des artisans de la mélodie, mais
Je pense que ça, en tout cas, la quarantaine de personnes se sont présentées aux ateliers ont dû voir. Puis je pense que je l'ai senti aussi, à mesure que l'atelier avançait, qu'ils comprenaient que c'est pas un hobby. Merci beaucoup, M. Guédeboucher. Puis on a déjà hâte au 14 octobre pour entendre à la polyvalente pour entendre tout ça. Merci beaucoup. Plaisir et merci à vous. Vous avez entendu M. Guédeboucher, un auteur, compositeur et interprète de la MRC de l'Érable, qui se prépare pour présenter à la communauté son travail musical inspiré de la participation de la population des différentes municipalités de la région. Il nous a donné un avant-goût de cette nouvelle implication sociale. N'oubliez pas le spectacle public qui aura lieu samedi, le 14 octobre 2023, à partir de 20h à l'auditorium de la polyvalente La Samar à Plessisville, où M. Boucher présentera l'identité des municipalités de la région en format musical. Pour la télé communautaire de l'Érable, votre animateur invité, Yves Payette. Vous avez entendu tous les détails de l'événement de clôture du projet Mers et Merveilles de la MRC de l'Érable qui aura lieu le 14 octobre à partir de 20h à l'auditorium de la polyvalente La Samar situé à 1159 de la rue Saint-Jean à Plessisville. Nous avons couvert aussi tous les détails à tenir en compte par rapport à la vie d'ébullition d'eau du réseau de la ville de Princeville. Avec cela, nous arrivons à la fin de la mission de l'Érable approfondie, une heure au complet sur l'actualité de la région de l'Érable. N'oubliez pas de regarder aussi notre émission Érable en bref qui vous amène des autres informations en format compact. Après la diffusion en ondes, nos émissions se trouvent aussi sur le site internet www.tvce.org. Nous serons de retour la semaine prochaine pour l'écran de la TVCE pour plus d'actualités locales. Pour l'instant, nous vous disons à la prochaine.